Salut Stéphane, dans cet épisode on va parler du bonheur. Et on va dérouler de là, en fonction des derniers enseignements que toi et Stéphanie vous avez acquis et développés, on va avancer sur qu'est-ce que c'est que la clé du bonheur et ça va nous porter dans, je pense, des espaces très intéressants. Mais avant tout, Stéphane, c'est quoi le bonheur? Alors, en fait, dans le cheminement, on n'acquiert rien. C'est ça, en fait, la qualité de l'enseignement. C'est-à-dire qu'en fait, tu sais, c'est comme regarder, en fait, par exemple, tu vois un instant qui t'émeut. Je sais pas, tu peux peut-être voir une libellule qui se pose sur une feuille, un instant qui peut paraître banal, et puis cet instant, il te paraît éternel. Et puis, tu as envie de le capturer, parce que ça te rappelle quelque chose. Hein. Et puis, tu te rends compte qu'en fait, tu pourras jamais le garder. Et c'est le fait de rester avec ce sentiment de ne jamais pouvoir le garder, mais de rester juste avec son essence, qui va suffire à quelque part en être imprégné. Hein. Donc en fait, dans le cheminement, on n'acquiert rien. Ça, c'est une chimère, mais on laisse les choses en fait nous quitter et on passe à l'étape qui suit. Hein. Donc là aujourd'hui, en fait, c'est une introduction, c'est une belle introduction parce que quelque part, ça va nous mener vers qu'est-ce que le bonheur. Et je te cache pas on est tous quelque part un peu intrigués par cela hein, depuis peut-être, je sais pas, dès que l'idée nous est venue. Donc ça date de peut-être pour certains très loin. Hein, ça dépend un peu de l'âge que vous avez chacun. Et le bonheur, je regarde ça depuis des années et on l'explore aussi, hein, parce que c'est ce que l'on partage avec nos clients, nos patients. Et ce qui est intéressant, c'est que je regarde aussi ce qu'en dit la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, peut-être des philosophes, peut-être des thérapeutes, peut-être des médecins, peut-être des physiciens aussi, c'est intéressant, hein, des sociologues, etc. Et à chaque fois, ce qui m'a interpellé, c'est qu'on ramène le bonheur à quelque chose qui nous ferait face, c'est-à-dire quelque chose qui ferait partie du contenu de notre réalité. Hein. Et on peut dire que moi j'ai dû passer, alors j'essaie de calculer comme ça à vue de nez, peut-être à peu près 45 ans, à croire que le bonheur, en fait, faisait partie ou ferait partie de mon monde extérieur. C'est-à-dire que mon couple m'amènerait, je prends des exemples concrets, hein, de la tendresse, de l'affection, de l'écoute, du soutien, de l'amour, de la compréhension, de l'empathie, etc. Bon, on a tous attendu ça plus ou moins, et on attend tous plus ou moins ça encore au quotidien, que le travail m'amène autre chose, que mes enfants, ma fille m'amène encore autre chose, etc. Ma santé aussi, mon argent, mes parents, etc. Bon, ça, c'est ce qu'on vit au quotidien. Et on a tous un petit peu, quelque part, nos valeurs, nos besoins et nos rythmes, on va dire, du bonheur. Et ça, j'ai expérimenté ça pendant à peu près 45 ans. Et puis, j'ai entendu après, parce que je ne voyais qu'en fait, cette vérité, et ça c'est très important ce qu'on va se dire, cette vérité du bonheur qui m'apparaissait depuis l'extérieur, en fait, dépendait de l'extérieur, et un jour, elle me la donnait, c'est-à-dire l'extérieur me donnait ce bonheur, et un jour, non. Ça va? Hein? C'est important. On voit qu'en fait, quelque part, le bonheur, à partir de cette réalité qui est sans cesse en mouvement, en fait, un moment ce bonheur est vrai, et l'instant qui suit, il ne l'est plus. Et puis, chemin faisant, puisque au moment où le bonheur ne l'est plus, eh bien, on a un sentiment de souffrance. Donc, on va parler de la souffrance un peu aussi. Hein. Après, l'idée qui est venue, parce que ça s'est fait ainsi, hein, par la rencontre peut-être de mentors, de guides, etc., de sages, de maîtres, que le bonheur ne dépendrait plus de l'extérieur, mais d'un intérieur. Ce qui m'a amené à regarder à l'intérieur. Hein. Et quand j'ai regardé à l'intérieur, alors aussitôt, c'est un peu comme une aubaine, tu sais, à chaque fois qu'on découvre quelque chose de nouveau, on se frotte les mains, puis on se dit, waouh, yeah, j'y suis, je vais y arriver, etc. Et on regarde à l'intérieur. Et puis on regarde à l'intérieur, puis on se rend compte chemin faisant, donc ça m'a porté aussi pendant des années, hein, jusqu'à il y a quelques mois pour dire les choses comme elles sont. Ça m'a amené à prendre conscience qu'en fait l'intérieur était aussi une alternative ou
comme une alternance. C'est plus clair comme ça. Une alternance. C'est-à-dire que quand vous regardez bien l'intérieur, qu'on appelle l'intérieur, peut-être qu'on va voir après que c'est peut-être pas l'intérieur, mais appelons ça ainsi, eh bien, on se rend compte qu'en permanence, c'est un flux qui est spontané, comme l'extérieur. C'est-à-dire quand vous regardez les pensées, les sensations, les émotions, les désirs, les sentiments, les intuitions, etc., eh bien, vous prenez peut-être conscience au bout d'un certain temps que ce flux est totalement spontané. À un moment, ce flux vous propose, donc ce flux de conscience vous propose et d'informations vous propose la joie, et puis à un moment, ça s'arrête. À un moment, il vous propose de bien vivre l'instant avec votre épouse, votre époux, votre compagnon, votre compagne, puis à un moment, ce n'est plus le cas. À un moment, vous allez sentir un confort peut-être dans votre travail, un enthousiasme, et puis l'instant qui suit, sans savoir pourquoi, ça s'arrête. Et ce qui a mis en évidence qu'en fait, que ce soit l'extérieur ou l'intérieur, ce flux est totalement spontané. Et il peut vous donner ce qui semble être ce que vous attendez, ce que vous attendez, hein, ça semble vous donner ce que vous attendez, et puis l'instant qui suit, pas. Tout ça est très important, ce qu'on est en train de se dire. Donc on se rend compte que dans notre expérience humaine, eh bien, le bonheur est une alternance. Ce qui, quelque part, est assez cohérent, on a déjà évoqué ça, c'est que une alternance est pertinente dans la mesure où si en permanence vous vivez la même chose, à un moment l'information se perd. Ok ? Mais ce qu'on voit là-dedans, c'est que finalement, ce que l'on recherche et qui nous donne le sentiment de souffrance est un bonheur qui nous quitte. Donc, ce que nous recherchons, ce n'est pas une vérité qui serait une alternance, mais une vérité qui serait constante. Ça va jusque-là ? Hein ? Une vérité qui serait constante. On cherche un bonheur qui est constant. Et c'est pour ça que tous les philosophes, en fait, s'échinent, explorent, tous les sages, les maîtres, les thérapeutes, les médecins, enfin bon voilà, toute personne qui s'intéresse au bonheur, a cheminé, exploré cela. Et la question qu'on se pose après, c'est qu'on cherche, alors déjà, première information, on cherche quelque chose qui est constant. D'accord ? On va appeler ça le bonheur. Un espace qui serait constant. Ok ? Donc, si c'est un espace qui est constant, première information, il est constant, mais il ne peut pas se trouver dans l'intérieur, notre réalité intérieure, ni dans notre réalité extérieure, ce qui quelque part commence à nous affranchir d'un contenu de réalité. Ça va jusque-là ? Après, l'étape qui a suivi, je vous parle un peu de ce qui s'est passé très concrètement dans l'exploration. Hein. Moi, j'appelle ça la technologie de la conscience, l'art de la conscience. C'est-à-dire une exploration au quotidien, partant de rituels, de protocoles que j'évoquerai plutôt à la fin du partage. Ensuite, l'exploration a consisté à se demander, mais finalement, quelle est l'essence du bonheur ? Parce qu'on a vu qu'en fait, il a besoin d'être constant, mais que recherche-t-on vraiment qui nous donne cette sensation d'espace qu'on va appeler le bonheur ? Eh bien, en cheminant, on se rend compte qu'en fait, cet espace que nous recherchons, une sensation d'espace, elle est associée, ou il est associé intimement à une sensation de vérité. Je vais prendre des exemples. Peut-être que dans votre couple, vous ressentez le besoin d'écoute et de soutien. Ça, on voit ça souvent chez les femmes vis-à-vis des hommes. Et puis nous, on a le sentiment d'avoir besoin d'être admiré, peut-être. Hein, c'est plus un sentiment masculin, ça. Hein, à travers notre travail, notamment. C'est très masculin. C'est pas péjoratif, c'est comme on est fait comme ça. Donc, c'est juste de voir qu'on est fait ainsi, puis on vit avec ça. Et c'est un peu caricatural, mais en même temps, c'est concret. Hein. Et vous vous rendez compte qu'en fait, quand vous recherchez cette écoute, ce soutien, cette admiration, eh bien, vous la cherchez de manière constante. Vous cherchez une vérité qui devient permanente. C'est-à-dire, elle s'étale dans l'espace. C'est-à-dire, vous recherchez à ce que ce soit toujours vrai. Et si ça s'arrête,
on a tout à coup le sentiment de manquer de quelque chose, comme si on avait perdu cette vérité, hein, et on a le sentiment que l'autre doit nous la redonner, ce qui donne des conflits, des tensions, des frustrations, un mal-être, etc. Donc on voit qu'à un moment, cette vérité se perd, même si elle a comment je dirais, une vocation, on l'a vu tout à l'heure, par cette notion de discontinuité qui permet de la renouveler. Mais nous, ce que nous recherchons, c'est quelque chose qui est constant et qui est finalement qui a le goût de la vérité, c'est-à-dire quelque chose qui soit toujours vrai. Alors dans le quotidien, on ne va pas le voir ainsi, mais dans ce besoin d'écoute, de soutien, de tendresse, d'empathie, d'admiration, comme on l'a évoqué, en fait, on va rechercher un sentiment de continuité, mais surtout de fiabilité, de sécurité. C'est-à-dire qu'on a besoin de vivre à partir d'un couple qui est fiable dans ce qu'il propose. C'est-à-dire qu'il nous propose toujours quelque chose qui serait vrai. Tendresse, affection, admiration. Je les reprends pour que ça fasse des connexions, parce que sinon ça va rester très abstrait, et en même temps ça va parler. On recherche donc quelque chose qui, dans le couple, un couple qui soit fiable et qui nous donne quelque chose qu'on n'a pas besoin de demander, sinon on a le sentiment d'en manquer. Et si on a le sentiment d'en manquer, on se dit ce couple ne m'amène pas ce que je veux et je vais voir ailleurs. Voilà, c'est du vécu. On cherche quelque chose qui est fiable, on cherche d'avoir un argent qui est fiable, serait issu d'un travail qui serait fiable. C'est-à-dire qu'il nous propose une forme de sécurité. On cherche aussi à avoir des parents qui soient fiables, qui sachent nous conseiller, nous soutenir, nous aider quand on en a besoin. On cherche aussi à avoir des enfants qui soient fiables. Parce que quand on leur dit quelque chose, surtout quand ils sont petits, après les ados c'est différent, mais quand ils sont petits, on s'attend à ce qu'ils nous écoutent. On appelle ça obéir. Voilà. Donc on s'attend à avoir des enfants qui soient fiables. On s'attend aussi à avoir une santé fiable. Parce que si vous n'avez pas un corps fiable, et que vous ne pouvez pas compter dessus, eh bien, vous allez voir un médecin. Vous vous sentez mal dans votre corps. Peut-être que vous allez vivre un cancer ou une sclérose en plaques, ou toutes les pathologies qu'on connaît aujourd'hui majeures. Donc on voit qu'en fait, ce que l'on cherche au quotidien, où on a cru à un moment que c'était peut-être un bonheur associé à des valeurs qui étaient matérielles, avoir une belle maison, une grosse voiture, avoir des loisirs, partir en vacances, avoir un travail épanouissant, on se rend compte qu'en fait, ce que l'on cherche au quotidien, c'est la vérité. C'est-à-dire une vérité qui serait constante, quelque chose qui se répète à l'infini, qui par exemple pourrait être un soutien fiable, toujours vrai, et qui se répète, et qui soit constant. Et là, effectivement, pas de souffrance. Donc, ce que l'on cherche au quotidien, c'est bien ce besoin d'avoir une vie toujours vraie. D'ailleurs, je vais vous proposer plusieurs questions et vous allez voir que tout à coup, les choses sont plus peut-être claires. Elles sont presque évidentes. Les questions sont les suivantes. Si votre vie est toujours vraie, avez-vous encore des besoins? Observez. Est-ce qu'il vous manque encore quelque chose? Si votre vie est toujours vraie, vous manque-t-il encore quelque chose? Observez. On ne sait pas répondre à cette question. Peut-être qu'il y a quelque chose qui, quelque part, semble complet et qui n'a plus besoin d'être complété. Si ma vie est toujours vraie, alors si ma vie est toujours vraie, ça peut être par exemple, si j'ai de la valeur, et que cette valeur, ma valeur est toujours vraie, est-ce que j'ai encore des besoins? Vous allez voir qu'en fait, à chaque fois qu'on rajoute dans notre question intérieure toujours vrai, tout à coup, on est désemparé, et en même temps rempli et complet, on se rend compte qu'en fait, ce que l'on recherche, c'est quelque chose qui se répète et qui est toujours vrai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au quotidien, tout notre chemin a consisté à se dire, mais si
alors que notre intérieur et notre extérieur nous proposent des bonheurs qui soient discontinus, quel intérêt à continuer à vivre avec un besoin de soutien, un besoin de tendresse, un besoin de sécurité, un besoin d'admiration, si à partir de l'intérieur et de l'extérieur, ça n'est vrai qu'une partie du temps? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt de s'accrocher à des vérités qui ne sont pas vraies toujours, ou qui ne sont pas toujours vraies? J'essaie de décortiquer le processus pour vous montrer par quoi on passe par ces explorations, parce que ça nous amène petit à petit à prendre conscience qu'on ne pourra pas trouver ce qu'on appelle le bonheur dans une réalité intérieure et une réalité extérieure, c'est-à-dire une vérité intérieure et une vérité extérieure. Et on se rend compte de quoi? On se rend compte qu'en fait, quand on est face en permanence à cette réalité intérieure et réalité extérieure, on est dans une double vérité. Et le fait d'être dans une double vérité crée une forme de combat intérieur. Pourquoi? Parce qu'on doit choisir entre les deux. En tout cas, la réalité nous invite à une forme de choix entre les deux. Et c'est là que se pose la question, mais si ce que l'on cherche en permanence, qui est cette vérité toujours vraie, sécurité toujours vraie, fiabilité toujours vraie, stabilité, constance toujours vraie, qu'on peut appeler le bonheur, dans toutes ses expressions, tendresse, affection, soutien, admiration, on ne pourra pas la trouver dans cette alternance entre une vérité intérieure et une vérité extérieure, parce que c'est un combat permanent, et le fait que cette fragmentation existe entre les deux crée ce sentiment de manquer quelque chose. Permanent. Donc ça veut dire que cette vérité toujours vraie ne peut pas se trouver dans cette alternance entre notre réalité intérieure et notre réalité extérieure, où par moment vous allez écouter votre femme parce que vous sentez qu'elle a raison, puis à un moment vous allez, ou votre homme, où vous allez justement dire non, j'ai raison, c'est moi qui ai raison, c'est les débats classiques, et je ne suis pas d'accord, et je te demande de faire cela, etc. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'est un peu ce qu'on vit quand même au quotidien. Quand est-ce que cette fragmentation se crée entre deux vérités, qui fait que finalement on s'écarte du bonheur, si vous m'avez bien suivi? Elle se crée à un moment très précis, entre 1 an et demi et 2 ans, au moment où effectivement on a nos déchets et nos toxines qui commencent à se créer, mais pas que cela. On a un phénomène qui va se créer au niveau du cœur, qui est la régularité du battement face à certaines situations. C'est-à-dire que notre cœur va commencer à battre de manière régulière. C'est-à-dire, peut-être que face à une situation où l'enfant va se sentir abandonné, son cœur va commencer à battre régulièrement dans ces situations de ce sentiment d'abandon. Ou dans des situations d'avoir le sentiment de rejet, par exemple, ou d'humiliation, ou d'indifférence, ou d'injustice. Le cœur va commencer à battre régulièrement face à ces situations. Or, il suffit que ce cœur commence à battre une seule fois de manière régulière, et là, il va commencer à se désynchroniser de la totalité de la réalité, c'est-à-dire ce qu'on va voir comme la vie. C'est-à-dire qu'au départ, il est la vie, mais le fait que le cœur commence à battre de manière régulière, pour certaines situations, va commencer à localiser la conscience quelque part, et si la conscience se localise, tout à coup, elle a un intérieur et un extérieur. Et ce qui va se passer, c'est que la partie haute du cœur et la partie basse, un ventricule oreillette, je ne sais pas si vous connaissez l'anatomie, va commencer à se désynchroniser. C'est-à-dire que vous avez un point au milieu du cœur qui s'appelle le nœud atrioventriculaire qui ne va plus jouer son rôle de synchroniser les deux parties du cœur qui vont représenter l'extérieur de votre réalité, puisque ça rentre, l'oxygène va rentrer, puis l'inverse, le CO2, etc., va en découler. C'est la respiration, tout simplement, qui va passer par le cœur, si vous connaissez un peu l'anatomie. Donc, vous avez un flux entrant et un flux sortant, sachant que tout se passe au niveau du cœur. C'est-à-dire une boucle. Je ne sais pas si vous connaissez l'anatomie, mais en fait, ça rentre et puis ça sort, puis c'est une boucle. Et le nœud atrioventriculaire, qui est un point électromagnétique au centre, ne va plus jouer son rôle de jonction. Et tout à coup, votre cœur est fragmenté en deux.
On dit souvent « j'ai le cœur brisé ». C'est une belle image pour évoquer effectivement cette fragmentation du cœur. Et cette fragmentation du cœur, elle va de manière illusoire, mais vous avez remarqué qu'on y croit très fort, nous faire croire qu'en fait, nous sommes quelqu'un qui aurait une conscience personnelle et que tout le reste, ça n'est pas nous, c'est l'extérieur. Et à partir de cette illusion, eh bien, on va vivre une fragmentation de la vérité, et vous allez voir ce qu'est cette vérité après, je vais y venir. Et donc, comme on vit cette fragmentation de la vérité, on va vivre sans cesse dans un combat où on essaye de retrouver cette vérité unique d'origine, qui est ce cœur complet, qui sait totalement se synchroniser avec tout ce qui apparaîtrait comme extérieur, mais qui tout à coup, à partir du moment où vous vous synchronisez avec l'extérieur, tout à coup, il n'y a plus qu'une seule vérité, une seule réalité. Vous voyez la boucle ? Donc, on imagine que ce qui va nous faire revenir et nous faire retrouver le bonheur qui est cette vérité unique, c'est-à-dire le fait que votre vie soit toujours vraie, va passer par ce centre du cœur. C'est-à-dire ce centre du cœur qui va à nouveau faire battre votre cœur de manière variable. Et s'il bat de manière variable, il peut à nouveau, comme une danse, s'adapter à toutes les réalités. Et si vous vous adaptez à toutes les réalités, vous êtes fondu dans la réalité. Et la réalité est fondue en vous. Ça va jusque-là ? Alors on s'est demandé, mais si on ne peut pas trouver le bonheur dans notre réalité intérieure et notre réalité extérieure, puisque c'est un combat en permanence entre les deux, est-ce qu'il existerait un espace qui soit toujours vrai, où le bonheur soit toujours vrai? C'est quand même pas rien ce qu'on est en train de se dire, puisque c'est ce que nous recherchons. Et ça a été notre quête, et c'est encore notre quête. Et on est resté disponible, parce que tant que vous cherchez quelque chose de précis, vous allez le trouver, mais ça ne va rien prouver en soi, puisque si vous trouvez une théorie, elle aura toujours son inverse. C'est pour ça que intellectualiser les choses, c'est encore se situer entre deux vérités, parce que on sort une théorie, mais elle a totalement son inverse. On le voit au niveau de la science, les choses qu'on disait dans les années 50, au niveau génétique, au niveau neurologique, sont totalement remises en question aujourd'hui, à l'inverse. Donc on voit bien que la science, ce sont des croyances, contrairement à l'idée qu'on s'en fait. Et puis, partant de cela, on s'est dit, mais où pourrait se trouver un espace qui serait toujours vrai? Vous imaginez, c'est énorme quand même. J'en ai des frissons en vous le disant. Et puis, la vie nous a fait ce cadeau. Elle nous a montré. L'espace qui est toujours vrai, c'est un espace très précis, très subtil, mais on passe à côté en permanence, et je vais vous dire pourquoi après, au gré du quotidien, parce qu'on se laisse happer par le quotidien, à partir de cette fragmentation entre deux vérités, le cœur qui est brisé en deux, fragmenté en deux. En fait, à un moment, on s'est rendu compte que lorsqu'on vit un événement, je vais parler d'une peur par exemple, quand on vit une peur, eh bien étonnamment, quand on dit j'ai peur, on apparaît de la peur. Quand vous dites j'ai peur, il y a bien une conscience de la peur, il y a bien la peur, et sa conscience. On ne peut pas désolidariser les deux. Quand vous dites j'ai peur, c'est bien j'ai conscience d'avoir peur. Ok ? Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand une émotion nous traverse, on ne peut pas la quitter puisqu'on en a besoin pour la quitter et qu'on en apparaît. On apparaît de cette peur quand la peur apparaît. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire il y a moi et il y a la peur. Puisqu'en fait, quand vous dites j'ai peur, vous apparaissez de la peur. Quand vous dites je suis en joie, vous apparaissez de la joie. Ça va jusque-là? Et là, on se dit, waouh, c'est un truc énorme. Parce que ça veut dire que quand la réalité apparaît, la conscience apparaît de cette réalité. Et la réalité apparaît de sa conscience. C'est-à-dire que la conscience n'est pas avant la peur
n'est pas avant la conscience. C'est toujours le débat de est-ce que la conscience est le produit du cerveau ou est-ce que le cerveau est le produit de la conscience. Et on a tourné ça dans tous les sens. Sauf que à chaque fois qu'on tourne ça dans tous les sens, on s'inscrit dans une temporalité. Or, quand vous êtes dans une temporalité, ça veut dire que vous êtes encore dans un mouvement entre un A et un B, c'est-à-dire entre deux vérités. Un avant et un après. On retrouve notre double vérité qu'on avait tout à l'heure et notre double réalité. Et on a vu que tout à l'heure, on ne pouvait pas trouver ça là-dedans. Donc, le débat qui consiste à dire est-ce que je suis avant la peur ou après la peur, ou est-ce que je suis avant le cerveau en tant que conscience ou après, en fait, on ne pourra pas trouver de réponse d'un espace qui soit toujours vrai, qui serait le bonheur. Et à un moment, ce qui nous est apparu, c'est que si, lorsque j'ai peur, j'apparais de la peur, et donc, si je veux quitter la peur, ben, je dois bien rester avec elle pour la quitter. Vous voyez le truc? Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, parce que sinon, si vous voulez quitter la peur, vous devez bien vous appuyer sur la peur pour pouvoir la quitter, sinon vous ne quittez rien. Et tout à coup, on se rend compte que, en permanence, la conscience n'est ni avant ni après la peur, mais elle est complètement fondue dans la peur. Et la peur est fondue dans la conscience. C'est-à-dire que la peur est inséparable de sa conscience. Et la conscience est inséparable de sa peur puisqu'elle en apparaît. Et là, tout à coup, on est resté avec ça. Et on s'est rendu compte que ce principe, petit à petit en cheminant, n'avait pas d'opposé. D'ailleurs, on peut le dire simplement, si vous observez, si vous pouvez échapper à la conscience, si la peur peut échapper à la conscience, ou si vous pouvez, on va dire plus simplement, échapper à la conscience, vous ne pouvez pas. Parce que si vous dites « je suis hors de la conscience », vous avez bien besoin de la conscience pour le dire. Or, c'est la même chose. Si vous dites « j'échappe à la peur », vous avez bien besoin de la peur pour y échapper, et la peur a besoin de sa conscience pour apparaître. Donc, si la peur a besoin de sa conscience pour apparaître ou pour disparaître, je répète, si la peur a besoin de sa conscience pour apparaître ou pour disparaître, tout à coup, on perçoit que la conscience est inséparable de ce qu'elle vit. Et ce qui est vécu est inséparable de sa conscience. Et on se rend compte qu'en fait, tout à coup, il n'y a plus rien d'extérieur à la conscience. Donc, ça veut dire tout à coup, on est dans une vérité qui ne change jamais, qui est toujours vraie. Et on s'est rendu compte que, alors ça c'est notre travail, on propose des rituels à partir de cette conscience inséparable. Alors on a cherché, avec les IA, on lui a demandé, mais quelle est peut-être la terminologie qui pourrait se rapprocher le plus de ce que l'on vit? Il y a un mot qui s'appelle la coalescence. La coalescence. La coalescence, c'est l'idée d'avoir deux gouttes qui n'en font plus qu'une seule. On voit ça dans la nature. Hein, deux gouttes d'eau, hop, qui se rejoignent, elles n'en font plus qu'une seule. C'est-à-dire qu'en fait, dans chacun des instants, et chaque instant est conçu comme cela, à chaque fois que nous vivons en fait à un moment, eh bien cet instant est inséparable entre sa conscience et sa réalité, et inversement, entre sa réalité et sa conscience. C'est-à-dire que la conscience n'est plus ni avant ni après, mais elle est totalement fondue dans le tissu de sa réalité. Ça veut dire qu'il n'y a plus ni avant ni après la conscience, et vous avez vu que c'est impossible, mais il n'y a plus non plus la possibilité d'identifier la conscience au sein de sa réalité. Je ne sais pas si vous suivez un peu le milieu, on va dire, spirituel, du bien-être. Ce qu'on est en train de se dire, c'est ce que recherchent les sages depuis des siècles. Cet instant très précis-là qu'on est en train de se dire, qu'on est en train de se partager. Alors, qu'est-ce qui fait que lorsque on partage ça, Julien commence à froncer les sourcils en disant « mais qu'est-ce qu'il raconte, etc. » etc. Ben, un phénomène qui est très simple, c'est que nous, notre conscience, on l'associe au corps. Donc, ça veut dire qu'on a un avant
un extérieur, et on a un après, qui est encore un extérieur. C'est-à-dire que quand on se déplace, on a le sentiment que notre conscience se déplace avec notre corps. Ça, c'est l'effet depuis l'âge d'1 an et demi, 2 ans. C'est-à-dire, on croit que la conscience est le produit du cerveau, et quand le cerveau se déplace, notre conscience se déplace. C'est l'effet de l'illusion de la matrice. Ça marche très bien et on y croit tous, d'accord? Sauf qu'à un moment, on se rend compte quand on se pose que le cerveau ne peut pas exister sans sa conscience, donc il se situe aussi avant, et la conscience se situe, on va dire que la conscience se situe avant et en même temps après, donc finalement elle est ni l'un ni l'autre, ou les deux en même temps, simultanément, c'est ce qu'on vient de dire, à partir de la coalescence. Et on se rend compte qu'en fait, les êtres, ici, apparaissent dans ce champ, qui englobe tout. D'ailleurs, si vous remarquez bien, vous englobez toute la réalité. C'est quand même très simple à observer, pas très compliqué. Vous pouvez pas dire, ma conscience s'arrête là, à mon corps. Elle englobe bien toute la réalité qui apparaît. Et rien n'existe au-delà, parce que c'est totalement inconnu. Et même de dire c'est inconnu, c'est encore connu, puisqu'on est en train de le dire. Et ce qui fait qu'on ne voit pas ce moment inséparable, c'est que on se dit, il y a un avant et un après nous, donc ça veut dire que je peux quitter ma peur. Mais pour quitter votre peur, il faut d'abord rester avec cette peur. Parce que vous avez besoin de votre peur pour pouvoir la quitter. Ce qui nous a amené à avoir des rituels où, au lieu d'essayer de quitter les événements, on apprend à rester avec. Et avec ces rituels où on apprend à rester avec, on a ajouté cette dose d'inséparabilité de la conscience. Et là, miracle, tout ce qui nous paraît difficile et contracté devient bonheur. Sans cause, sans raison, et toujours vrai. Je ne sais pas si vous imaginez. Toujours vrai, j'insiste bien là-dessus. Chaque instant est conçu comme ça. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, tiens, là, j'ai peur, donc je vais quitter cette peur. On vient de voir qu'en fait, au moment où on vit la peur, au moment où vous vivez la peur, comme vous la vivez, et quand ça arrive, vous êtes en train de la vivre. Comment vous pouvez dire de la quitter? Vous devez d'abord vivre la peur, puis après, si vous avez besoin de la quitter, vous avez besoin encore de la peur pour pouvoir la quitter. Donc on voit bien que c'est un moment qui est inséparable. On se dit, l'instant suivant, je n'ai pas peur, ou je n'ai plus peur. C'est encore un moment inséparable. Peut-être que c'est un moment peut-être de confort, de mieux-être. C'est encore un moment inséparable, peu importe ce que l'on est en train de vivre. Et chaque instant est conçu comme ça. Maintenant, vous mettez tous ces instants inséparables dans une continuité. Et là, vous obtenez une inséparabilité constante de votre vie. La conscience, notre conscience, est inséparable de sa vie de manière constante. Et là, vous voyez très nettement que c'est toujours vrai. Ça dépend comment on regarde les choses. Si on les regarde de manière unitaire, on se dit, non, je peux aller à côté, je peux aller avant. Et je vais ensuite parler de la temporalité. Ça va jusque-là? Mais si vous ajoutez chaque instant conçu dans sa structure, vous voyez qu'en fait, c'est une vérité toujours vraie. Ce qui est quand même fascinant de dire qu'il y a quelque chose dans notre vie qui est constant, toujours fiable, toujours vrai, qui est vrai tout le temps et qui est sécurisant tout le temps. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc nous, notre quotidien consiste non pas à nous focaliser sur des objectifs qui vont être vrais un jour et qui ne le seront pas le lendemain, mais de nous ramener à cet espace face aux situations où en fait, à chaque fois, le bonheur est toujours vrai, peu importe ce qui se passe. Est-ce que vous voyez le mouvement? Alors, ce qui nous a beaucoup aidé, et je terminerai peut-être par cela, c'est de percevoir déjà une chose, c'est que quand on vit une vérité, qui vous avez compris, dans cette mécanique intérieure-extérieure a toujours son opposé, à un moment je suis heureux, puis le lendemain je ne le serai plus. Vous voulez, je sais pas, quelque chose de très précis dans votre vie, ça va être vrai un jour, puis le lendemain, ça le sera plus. Peut-être parce que vous allez perdre votre compagnon, votre compagne, vous allez peut-être perdre un enfant, ce que je ne souhaite pas, même rien du tout. Mais si ça se passe, c'est la vie, c'est comme ça. Vous allez peut-être perdre votre travail, vous allez peut-être perdre de la santé, etc. Ce qui est vrai un jour ne le sera pas le lendemain. Et ça, on le sait. On s'est rendu compte qu'en fait, quand on met une vérité qui a son contraire et on lui impose, entre guillemets, une immobilité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, l'inséparabilité. Ce couple ne peut pas bouger.
en permanence, il est inséparable, chaque instant. Eh bien, miracle, quand vous mettez cette vérité qui est polaire, donc qui est binaire et qui a son opposé, à un moment je suis heureuse et le lendemain je le suis plus, face à une immobilité de conscience, eh bien, miracle, cette vérité se dissout. Elle se dissipe. C'est-à-dire que la souffrance se dissipe. Parce que si vous vivez quelque chose et que vous savez que le lendemain ça peut vous quitter, vous allez ressentir un besoin d'attachement, un besoin que ce soit toujours vrai, etc., etc. Eh bien, si vous mettez cette vérité, qui est une pseudo-vérité, vous avez compris, puisqu'à un moment elle est vraie puis elle ne l'est plus, face à une immobilité de conscience, eh bien, cette vérité se dissipe et elle devient toujours vraie, constante, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, et là ouvrez bien vos oreilles parce que c'est capital. On a pris conscience qu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, on n'arrive pas à capter ce moment parce que on se croit localisé dans l'espace et que notre conscience s'associe à ce corps. On appelle ça la conscience personnelle, qui est pas la conscience coalescente. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un tableau, vous avez compris. Cette conscience personnelle, en fait, elle croit qu'elle a un avant. Vous avez une histoire, par exemple, de vie, et qu'elle aura un après. Vous aurez peut-être d'autres histoires, un avenir, et à un moment, ça s'arrêtera par ce qu'on appelle la mort physique. On s'est rendu compte qu'en fait, si on met en place des rituels basés, c'est vrai, sur l'inséparabilité, mais aussi sur la temporalité, puisque là, tout à coup, on est en train de parler de temps, et qu'on affranchit, par exemple, dans mon exemple, c'était la peur. Si on affranchit dans un rituel la peur de sa temporalité, c'est-à-dire que vous avez vécu d'autres peurs avant, ou peut-être que vous avez vécu des moments sans peur, et qu'on affranchit cette peur de la temporalité, eh bien, miracle, qu'est-ce qui se passe? La peur n'a plus du tout le goût de la peur, elle a le goût de la vie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand et on affranchit cette temporalité par la notion de d'avoir quelque chose avant soi. Je parle pas forcément de parler d'histoire. Quelque chose de simple. On aide justement à cet affranchissement de la temporalité juste par un cheminement qui est simple, c'est est-ce qu'il y a quelque chose avant moi ou pas? Or, on a vu tout à l'heure via la conscience coalescente que non. Et si il n'y a rien avant moi, alors on pourrait dire après moi, ce serait pareil. S'il n'y a rien avant moi, eh bien, étonnamment, la perception mute. Je ne sais pas si vous imaginez quand même ce qu'on est en train de se dire. Et on s'est aperçu que tous les mots dans le quotidien, qui est le langage de la réalité finalement, parce que vous avez vu que toute réalité est composée de mots, ça s'appelle de l'information. Tous les mots disent quelque chose s'ils s'inscrivent dans une temporalité. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est important. C'est-à-dire que on les inscrit dans un avant et dans un après. Et si on enlève l'avant et l'après, le mot ne dit rien du tout. C'est-à-dire votre perception, c'est plus rien. Que la vie. Que le bonheur. Alors vous imaginez bien qu'on l'a exploité à fond. Et on est en plein dedans. Donc, inséparabilité, temporalité, et quand, alors on peut combiner ces espaces, qui est finalement elles-mêmes, quand on regarde bien, mais on peut jouer aussi sur l'un des deux, et on a des rituels aujourd'hui qui passent par on appelle ça un langage particulier, qui est fait d'une combinaison de mots, qui nous aide à nous affranchir de la temporalité. Alors c'est pas du langage linéaire classique du quotidien. On utilise des mots du quotidien, mais on les met pas dans le même sens. Ils sont pas agencés de la même façon. On appelle ça des mantras. Ce sont des phrases de quelques mots. Et on reste avec ces mots. Ça peut être des questions. C'est souvent des questions d'ailleurs. Comme tout à l'heure, je vous ai proposé. Mais si ma vie devient toujours vraie, est-ce que j'ai encore des besoins? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Vous voyez, alors celle-ci est plus longue. Là, on a nous des rituels qui sont plus courts, les mantras sont plus courts. Et quand on reste avec ces mantras, les yeux fermés ou les yeux ouverts avec des immersions, mais ça j'ai déjà évoqué ça, mais on peut le faire avec les yeux fermés parce que on n'a pas forcément besoin d'images associées. Quand on reste avec ce mantra dans un contexte précis comme la peur que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, on se rend compte que tout à coup, le bonheur toujours vrai nous apparaît.
Et si vous musclez ça au quotidien par un rituel, bah, tout à coup, dans l'espace de conscience, vous avez un chemin qui se crée, qui est le chemin par lequel, en fait, votre conscience va passer le plus souvent. Je parle pas de neurologie, je parle de conscience, dans ce champ-là. Des liens entre des particules, entre des informations. Voyez? Et tout à coup, au quotidien, eh bien, vous passez le plus clair de votre temps dans ce chemin-là. Ce qui fait que face à des situations, c'est plutôt ce chemin-là, on parle de probabilité en physique, qui va plutôt se présenter dans l'espace de conscience, etc. Ça s'appelle muscler la conscience. Hein. Et en même temps, à chaque fois que ces étapes vont se vivre, c'est comme des pièces dans la maison. Une fois que vous avez fait le tour d'une pièce, à partir d'un espace de conscience, ben on vous propose la pièce qui suit. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça n'est pas un acquis. C'est un déroulé constant. Pendant des années, moi, j'ai cru au pouvoir de la conscience neurologique, qu'on peut appeler une conscience localisée au corps et au cerveau, la conscience sensorielle notamment, émotionnelle, cognitive. Et puis à un moment, j'ai vu qu'on était sans cesse dans une vérité qui changeait tout le temps. Ce qui m'a fait passer à une conscience non locale, qui est quantique. Mais cette conscience non locale et quantique, elle est vécue toujours à partir d'un individu, ce qui finalement nous met toujours dans un intérieur, un extérieur. Ce qui a fait passer à cette conscience inséparable et coalescente que l'on vit aujourd'hui, qui nous invite à chercher une vérité qui est toujours vraie, et cet espace l'est tout le temps. Si nous vivons nos situations à partir de cet espace, eh bien, nous savons véritablement ce qu'est le bonheur. Et ce bonheur n'a pas de contraire. Il est toujours vrai. Voilà. C'est très intéressant et c'est très riche. Merci Stéphane. Et j'ai beaucoup aimé parce que t'es reparti sur le démarrage et il n'y a pas de hasard ce démarrage où tu me reprends sur effectivement, rien n'est jamais acquis. C'est cette idée de pièce qui voudrait être, en fait, on voudrait toujours rester dans cette pièce alors que la suivante se propose et que la circulation est là et que c'est accepté de laisser partir comme une personne qui nous est chère, si voilà, c'est nos parents qui partent ou une relation ou autre. Et il y a cette idée effectivement de le bonheur, c'est la vérité, c'est toujours accessible. Mais est-ce que, par la même occasion, la peur est toujours là et toujours accessible? C'est juste qu'on on va choisir, en fait, ou on va avoir, comme tu le disais, ce chemin plus naturel de, dans cette situation, c'est plutôt ce verre à moitié plein que je regarde que le verre à moitié vide. Est-ce que c'est une manière de l'expliquer ou pas? Non, pas spécialement, parce qu'en fait, les deux vont ne faire qu'un seul. C'est l'histoire de la goutte d'eau. C'est-à-dire que aucune vérité des deux ne va s'imposer à l'autre. Sinon, c'est encore un combat. D'accord? C'est-à-dire que les deux vérités vont s'inscrire dans cette conscience qui est inséparable de la peur. C'est-à-dire que face à la peur, tu peux te dire, elle est bonne ou elle est mauvaise. Oui. D'accord? Oui. Eh bien, dans cette conscience qui ne peut pas se séparer de la peur, le fait qu'elle soit bonne et mauvaise vont totalement, en fait, se confondre en une seule. C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas d'idée, ce qui est en train de se passer, et qui est vivant. C'est vraiment le cœur qui était brisé et fragmenté en deux, qui se reconstitue et qui est capable de vivre avec, notamment la peur. Et tout à coup, ça devient un instant de bonheur. C'est ça qui est complètement paradoxal. Alors que quelques instants avant, on avait juste envie de fuir. Or, on ne peut pas fuir. On ne peut pas échapper à la peur quand elle est là au moment où elle apparaît. Et même si on a envie de lui échapper, on en a encore besoin. C'est ça qui est important à saisir. On voit bien que cet instant, chaque instant est inséparable quand il se construit. L'instant suivant est à nouveau inséparable, avec une autre réalité. Et si on les met tous bout à bout, on se rend compte que finalement, on vit dans un espace constamment inséparable de ce qu'il vit. Ça s'appelle aimer, rester avec. Vivre avec. On cherche l'amour dans l'extérieur ou dans l'intérieur, mais en fait, il est là disponible. C'est juste que on n'a pas, si tu veux, encore au niveau de l'humanité, donc c'est en train a priori de se proposer puisqu'on est en train de le partager là. Tant qu'on n'a pas le secret des secrets, moi j'appelle ça le secret des secrets, voilà, on fait comme on peut. Si la vie nous propose pas ce cadeau, mais elle est en train de nous le proposer. Voilà. Donc, quelque part, l'amour qu'on cherche à l'intérieur ou à l'extérieur, tout à coup, on se rend compte qu'il est toujours là, mais il est voilé par une pseudo-fragmentation au niveau du cœur qui nous dit « Ah, la vie, ça n'est pas moi ». D'ailleurs, on essaye de la contrôler, vous avez remarqué.
Hein. Et comme ça n'est pas moi, bah, j'ai besoin de lui demander des choses, qu'elle me donne quelque chose, etc., de mériter quelque chose, etc., etc. Et donc, on est sans cesse dans un combat. Voilà. Et à un moment, on se rend compte que finalement, tant qu'on est on vit à partir de cette double vérité intérieure-extérieure, on ne peut que vivre dans un bonheur qui change tout le temps. C'est-à-dire, en fait, il est vrai un jour et le lendemain, il ne l'est plus. Donc aujourd'hui, le maître mot, c'est comment je peux trouver dans mon quotidien un espace qui est vrai sans cesse et qui ne change jamais, puisque c'est véritablement ce que nous recherchons. Une vérité qui est ultime. Les sages parlent de la vérité ultime. Parce qu'elle est incontestable. Ça veut dire que si on sait vivre à partir, tout notre quotidien, on sait le vivre à partir de l'espace dont j'ai parlé tout à l'heure, à partir de rituels au quotidien, ou en espèce de muscle, on se rappelle ce que vivait le nourrisson avant l'âge d'1 an et demi, 2 ans, hein. Et bien petit à petit, on retrouve cet espace du nourrisson qui, lui, en fait, se posait aucune question sur la vie. Réussir, le bébé n'en sait rien. Oui, mission de vie, Rien, tâche le à sens, tout ça, accomplir, le choix, sens, il n'en choix. sait rien. Ok. Il vit, il est connecté à ce Oui, qui est là. il est véritablement vivant par définition. Il suffit de regarder son visage, c'est éloquent. Hein. L'empathie est vraiment, je dirais, sa nature. La compassion est sa nature. Il y a des études en neurologie qui montrent ça, que jusqu'à 1 an, tous les enfants vivent cette empathie. En tout cas, là, quelques c'est des jeux un peu qui ont été proposés aux enfants où on a vu que l'enfant est vraiment l'empathie même. Et puis à partir de l'âge d'1 an jusqu'à 2 ans, ça commence à se dégrader. Petit à petit. Et peut-être que ça peut être sujet d'un autre épisode, parce que là on arrive à la fin de celui-ci, mais qu'en est-il de vivre l'instant présent comme le nourrisson dans une société, dans une vie qui nous donne une direction de vie, de règles, tu vois, de lois, Oui, tout à fait, ouais, bien sûr, bien de sûr. travail. Alors déjà, le nourrisson ne vit pas l'instant présent, parce que l'instant présent, c'est encore du temps. Ok. Hein. Il vit un maintenant permanent, parce que l'inséparabilité Ouais. de la conscience, c'est un maintenant constant. Hein. On a vu tout à l'heure l'inséparabilité constante. Hein. On ne peut pas se désolidariser de la réalité. Eh bien, c'est constant, c'est un maintenant constant. Maintenant, c'est à la fois le passé, le présent et le futur. Ok. Alors, les directions que propose la vie, quelque part, on se laisse entraîner par ce qu'elle nous propose. Puis on se rend compte qu'en fait, dans chaque instant, puisque rien n'est séparé de l'extérieur, il ne manque rien à cet instant. Rien. Je sais pas si vous imaginez quand même. C'est ce qu'on vit là. C'est pour ça qu'on vous le partage. Hein. Il ne manque rien à cet instant. Il est plein. Il est toute la connaissance de la vie. On voit ça dans le regard du bébé et du nourrisson. Tout. Alors que nous, on va lui apprendre, je dirais, un pouillème de la vie, c'est-à-dire le rêve. Hein, puisqu'on vit dans un rêve là. Hein. Le rêve, c'est cette fragmentation du cœur qui dit j'ai un intérieur et je veux que l'extérieur me corresponde, etc., etc. Ça, c'est le rêve. Hein. Donc au quotidien, cette direction, elle va être facilitée avec douceur parce qu'on a un cœur qui va savoir vivre avec. J'aime bien ce mouvement. Regardez. Ouais. Alors que nous, en fait, on a la vie qui est là, et puis nous, on est rigide à côté. Voilà. Alors évidemment, c'est épuisant. Hein. Puis à un moment, on a envie de l'arrêter, dire non, arrête de tourner, je veux que tu tournes comme ça, etc. Non, la vie continue à le tourner. Hein. Vous avez beau essayer de lui dire de faire autrement, elle continue à faire son chemin. Et puis, soit on adopte véritablement ces directions, soit on s'arrête avec un battement régulier et on lutte, on s'épuise. Ouais, c'est le meilleur exemple. Et écoutez l'épisode qu'on a fait sur le cœur, je mettrai dans la description. Puis c'est très juste parce que comme elle passe devant, à des moments, on a le bonheur, hop, il est reparti. Il y a le bonheur. Tu vois, on le voit comme si ça s'aligne dans un petit œilleton et puis ça repart. Exactement. Alors qu'on peut danser avec. Tout à fait. C'est très juste. Et ça, c'est un art de la conscience qui s'apprend au quotidien par un rituel où on a le sentiment qu'en fait toutes les choses sont beaucoup plus importantes que s'arrêter un moment, une demi-heure par jour minimum, et puis ritualiser, muscler à nouveau cet espace qu'on a oublié. Mais non, il est essentiel. Il est essentiel parce que dans la journée, on va avoir plus de vitalité, plus d'efficacité, plus d'inspiration, plus de créativité, plus de disponibilité face à nos situations. Hein. C'est forcément un pari gagnant. Ouais. C'est sûr. Et c'est très riche ce terme, l'art de la conscience, effectivement. Et c'est vraiment ça vous représente bien avec Stéphanie. C'est cet art, cet artisanat de la conscience qu'on travaille quotidiennement. C'est très chouette. Donc et j'aime beaucoup cette approche là.
et on pourra continuer à dérouler tout ça. C'est un bel épisode qu'on enregistre ensemble. Tu veux dire quoi pour terminer, Stéphane, Alors, quelque chose qui m'est venu ce matin et voilà, j'avais envie de vous partager un peu simplement, c'est que on a probablement besoin aujourd'hui, au-delà des sympathisants, au-delà des fervents, on a besoin d'apôtres de l'amour. Un engagement. Un engagement comme les apôtres du Christ, même jusqu'à peut-être en mourir. Un engagement. On a besoin de cet engagement aujourd'hui au niveau de l'humanité. Une passion. La passion du Christ, qui a rien de religieux, mais une passion d'être passionné par cette vérité et de continuer à la chercher. Sinon, on est sans cesse dans ces considérations et ces contingences au quotidien. On vit avec, évidemment, mais elles ne sont pas notre tyrannie. Notre passion, c'est d'être en contact sans cesse avec cette vérité. Le Christ disait, on est dans un vendredi de Pâques, le Christ disait, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est pas un hasard. C'était sa passion et c'était une forme d'obsession. C'est aussi notre obsession de continuer à vivre à partir de cette vérité qui est toujours vraie. Et cette vérité qui est toujours vraie, appelons-la le bonheur. Exactement. C'est très chouette. Merci beaucoup, Stéphane. C'était un très bel épisode. J'espère qu'il vous a plu aussi. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter pour poursuivre le débat et d'aller plus loin avec les autres vidéos de la chaîne et puis aussi ce que proposent Stéphanie et Stéphane sur leur site internet. Stéphane, merci encore et puis à la prochaine fois. Oui, avec beaucoup de joie. Merci Julien. Merci pour ton accompagnement. Ciao.